Je te remercie de m'avoir sollicité pour aborder un peu cette thématique qu'est la sculpture, le goût. Et dans ce cadre de réflexion, on a pensé à nommer ça esthétique du goût. Alors pourquoi esthétique? En plus, je le dis au pluriel, parce que dans le cas présent, eh bien, ça peut vouloir dire goût, hein, c'est la science du goût, la science des sens, de la perception, donc c'est quelque chose que je connais un petit peu. Et puis sur un autre plan, ça peut être également la définition de l'art. Donc là, j'ai des personnes qui m'accompagnent qui seront plus à même que moi d'en parler. Du coup, je propose d'ouvrir tout de suite la table et de laisser chacun se présenter et puis dire en quoi ce sujet a pu les intéresser. Bonjour à tous, je suis aussi ravi d'être là. Donc je suis Jérémy Lafrère, je travaille au centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse. Donc l'Institut Paul Bocuse, c'est une école d'art culinaire et puis d'hôtellerie, et qui a 25 ans, mais depuis 7 ans, ils ont ouvert un centre de recherche. Alors qu'est-ce qu'on cherche? On cherche plein de choses, on s'intéresse au comportement alimentaire en sciences économiques, en anthropologie et en sciences cognitives. C'est moi qui fais les sciences cognitives là-bas, bon, enfin j'essaye. Et je m'intéresse à la perception du goût. Alors pas le goût comme propriété des aliments, mais plutôt comme propriété relationnelle. C'est-à-dire que j'essaie de comprendre comment les informations gustatives, olfactives, visuelles, mais aussi d'autres facteurs comme les souvenirs, sont intégrés pour une représentation complexe de ce qu'on appelle la flavor, et qui correspond à notre expérience du goût des choses. Alors avec Marie, on a discuté, il fallait trouver un titre. Donc on a choisi esthétique au pluriel parce qu'il y a une polysémie intéressante, historique sur le mot esthétique. Donc comme Marie l'a dit, c'est à la fois l'approche scientifique ou conceptuelle des systèmes sensoriels et de la perception, comme l'esthétique transcendantale de Kant pour les initiés. Enfin, je ne vais pas parler de ça, ou alors tu m'arrêtes, Marie. Mais c'est aussi la réflexion sur les arts particuliers, la peinture, la sculpture, comme l'esthétique de Hegel. Et donc on voudrait développer avec tout le monde ces deux aspects, une approche à la fois scientifique, mais aussi une ouverture esthétique qui correspond à votre activité, Monsieur Roger. Donc, merci de votre invitation. Merci. Je suis Françoise Claire-Prodon, je suis historienne d'art et en fait quand j'ai été invitée, on m'a invitée à choisir une des tables carrées et j'ai choisi celle-ci parce que c'était un paradoxe, puisque quand on parle d'esthétique du goût, le goût est la dimension la moins représentée en art ou la moins représentable. Le plus souvent, quand on parle du goût, par exemple dans l'histoire de l'art, si on regarde l'histoire de la peinture ou de la sculpture, on ne peut le représenter que de manière allégorique. Donc ça m'intéressait beaucoup, sachant que, y compris dans la création contemporaine, il y a très peu d'artistes qui arrivent à restituer cette dimension ou qui s'y attaquent. Encore, le seul sens que les artistes arrivent à aborder éventuellement, ce serait l'odorat. Mais le goût, c'est très très compliqué. Ça voudrait dire qu'il faut qu'on ait accès aux œuvres, qu'on puisse éventuellement les goûter, les consommer. Donc c'est un petit peu antinomique. Donc ça m'intriguait beaucoup. Et évidemment, la double casquette de Patrick Roger m'a énormément intriguée et fait réfléchir. Donc j'étais assez contente de participer à cette conversation. Une petite réaction? J'ai rien à dire. Donc, effectivement, mon travail aujourd'hui, par exemple avec Marie, c'est de décortiquer ce que je ressens et d'arriver à mettre des mots dessus. Elle ne peut pas tout ressentir, parce que ce qui se passe dans mon corps. Par contre, elle est capable de mettre des mots dessus. On ne travaille pas assez, donc on n'arrête pas d'en parler, mais ça c'est évident. Mais à partir du moment qu'elle met des mots, l'ingénierie peut se mettre en route aussi, et ça c'est juste génial, pour essayer de comprendre certaines choses. Mais c'est hyper complexe, puisque le goût, le décrire, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de Marie, entre autres. Et puis après, la façon de penser aussi a une incidence qui est fondamentale. Et la relation avec l'art, puisque demain, notre brief, c'est vraiment encore plus artistique. Et quel est le sens de ce côté artistique en termes de goût? Donc ça commence à devenir bien complexe.
C'est vrai que la première fois que je t'ai rencontré, on s'est rencontré par le goût. J'ai rencontré quelqu'un d'extrêmement exigeant, très précis dans ce que tu disais. Et là, je me suis dit, il va falloir vraiment écouter, écouter vraiment pour pouvoir comprendre. Donc avec beaucoup de modestie, c'est vraiment, ça passe par l'écoute, effectivement, ce que tu disais. Puisque moi je viens du monde scientifique, hein, donc spécialiste en analyse sensorielle, avec une part forte sur la dégustation, mais l'analyse sensorielle c'est vraiment comprendre tous les mécanismes qui vont impacter notre perception. Et souvent les personnes quand elles parlent, et notamment toi, tu me dis non ça j'aime pas, ah ça va pas le faire, ça c'est pas possible. Et là vous vous dites bon, comment de ces sentiments très vagues et très propres à chacun, vous allez pouvoir les traduire en termes. Alors là, il faudrait peut-être un peu plus d'acidité, peut-être un petit peu moins d'amertume, un peu plus de longueur en bouche. Voilà, donc l'écart entre la description et l'intuition et ce qui est vraiment du ressenti intrinsèque et une description très méthodologique, voilà, quel est le chemin. Et quand on parle du goût, l'impression après, à travers plusieurs rencontres, c'était... que ce goût, on le retrouve partout, dans tout ce que tu fais. On parle de toi en tant que chocolatier, de toi en tant que sculpteur, mais moi, quand je rentre dans l'atelier, je le vois partout, ce goût. Je le vois dans les petites formes, dans les bonbons qu'on va manger, dans l'intérieur, l'extérieur, les associations, les contrastes, les couleurs, et puis ça reste vrai, quelle que soit l'échelle de ce que tu fais. Donc, pour moi, tu sculptes tout le temps, et tu sculptes du goût. Voilà. Et donc ça, je trouve qu'on retrouve cette exigence à travers tout ce que tu fais. C'est une ligne pour moi, un fil directeur. Donc on peut rebondir après sur les divers sens qui vont nous permettre d'appréhender le goût. Je pense que je peux ouvrir cette question avec toi, Jérémy. Bien volontiers, oui. Merci. Oui, alors on parle du goût, mais le goût des choses, c'est pas facile à définir. Et j'ai parlé des sciences cognitives. Je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec la notion, mais c'est pas une discipline comme l'histoire. C'est plusieurs disciplines. Donc il y a la psychologie, les neurosciences, mais la philosophie, la linguistique, qui travaillent sur le fonctionnement des facultés de l'esprit. Et une faculté qui nous intéresse, c'est notre faculté à faire l'expérience du goût des choses. Donc comment ça fonctionne? Et on distingue généralement entre deux types d'influences qui participent à la construction du goût au niveau de votre cerveau, puisque le goût, c'est encore une fois pas dans les choses, ça dépend des choses, mais c'est pas dans les choses. Et ces deux influences, bon là j'utilise un langage un peu technique, c'est les influences bottom-up et top-down. Alors je vais expliquer très brièvement ce que c'est, parce que ça peut vous faire réagir. Les influences bottom-up, c'est les influences qui viennent des systèmes sensoriels. Donc Marie, tu as parlé de la forme. Effectivement, visualiser une forme, ça crée déjà des anticipations en termes de goût. Évidemment, la gustation, le sucré, le salé, l'acide, l'amer et l'umami. La rétro-olfaction, qui va donner les arômes de vanille. Et tout ça, c'est intégré à un certain niveau de la hiérarchie cognitive en une représentation unique, unifiée, qu'on appelle une représentation multimodale, parce qu'il y a plein de modalités sensorielles impliquées. Mais là où c'est très intéressant, et là où on a besoin aussi des sciences sociales et de la linguistique, c'est que cette représentation, qui intègre déjà plein d'informations sensorielles, elle va être sensible à des souvenirs, à des croyances, à des dégoûts, à des mots aussi. C'est-à-dire des facteurs de haut niveau qui relèvent des fonctions les plus nobles de l'esprit humain, qui vont aussi participer à notre expérience pourtant très sensorielle du goût des choses. Et c'est la conjonction de tous ces facteurs qui sont pondérés, il y en a qui pèsent plus que d'autres, qui va donner une expérience très complexe, comme vous le disiez très bien. Moi, je suis assez... impressionnée parce que je viens d'entendre, mais je pensais aux affects, en fait, pendant que vous parliez, qui sont très, très importants dans la notion de goût, y compris en termes d'esthétique. Les affects, dans nos attirances ou dans nos répulsions esthétiques, sont extrêmement présents. Y compris, enfin, surtout d'ailleurs dans la première réaction impulsive qu'on peut avoir devant quelque chose. Le j'aime pas, il est très affectif et très émotionnel. Il passe...
très très peu par le filtre de la réflexion. Donc ça aussi, c'est assez intéressant parce que ça s'applique dans les deux cas, à la fois et à ce que l'on peut goûter, c'est-à-dire les créations chocolat, et puis à ce que l'on peut regarder ici, les sculptures. Donc c'est vraiment quelque chose qui remplit, je dirais, à peu près toutes les configurations. Si je peux rebondir sur ce que vous venez de dire, ça m'intéresse beaucoup parce que, en fait, moi j'ai un background de philosophie. J'ai donné des cours de philosophie de l'art à l'université, à Paris. Et l'un des thèmes du cours, c'était l'esthétique, donc, et surtout les différentes conceptions historiques de l'art. Et on s'était intéressé à Hegel, l'esthétique de Hegel. Donc je ne vais pas vous résumer l'esthétique de Hegel, mais ce qui est intéressant dans l'esthétique de Hegel, c'est qu'il y a une hiérarchie entre les arts. C'est-à-dire qu'il y a certains arts qui ont plus de dignité que d'autres. Et ce qui fait la hiérarchie entre les arts, c'est leur dépendance à l'égard de ce qui est sensible, du matériau. Donc en bas, on trouve la sculpture, là on doit se prendre en compte les contraintes du terrain, la structure de la pierre, on est vraiment aux prises avec le sensible. Et puis progressivement, tout ça, ça se désincarne, on passe à la musique et puis à la poésie étant l'art le plus noble, puisque c'est plus proche du langage et plus proche de la forme privilégiée de l'absolu, selon Hegel. Et ce qui était intéressant, c'était de prendre en compte donc, cette vision complètement ringarde enfin si je puis me permettre, sauf s'il y a des hegeliens dans la salle, ringarde de l'art, et de la comparer avec ce que disaient les artistes. Et je me suis intéressé à certains artistes, à Francis Bacon, à Antonin Artaud, et il y a un thème qui revient sans cesse et qui, à mon avis, pourrait faire écho à votre démarche, c'est qu'une œuvre d'art efficace, effectivement, comme vous le disiez, elle ne doit pas en passer par la réflexion. Elle doit agir directement sur le système nerveux des gens. Et c'était ça vraiment leur objectif. Et je pense que quand on voit des sculptures aussi expressives que les vôtres, on a ce sentiment d'une action directe sur les affects, sur, disons, tout ce qui relève d'autre chose que l'intelligence. Mais donc c'est ce que je revendique tout le temps, hein, c'est que j'ai pas de cerveau, donc ça c'est juste fantastique. Ben, c'est une bonne chose, sauf pour les hegeliens, mais enfin bon. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'aide énormément, le fait de pas savoir, de pas l'avoir vu, de pas avoir de culture, on en a parlé déjà. C'est juste génial parce qu'il n'y a pas d'interférence et c'est complètement libre. Et aujourd'hui, je pense que dans l'époque où on vit, c'est quasiment impossible d'être comme ça. Et sur une des conférences, on est revenu un petit peu en arrière, évidemment, sur d'où tu viens. Et forcément, c'est une incidence qui est fondamentale. Et le plus dur, c'est de garder ça. Ou pas, puisque c'est complètement intégré chez moi et j'ai pas besoin de... Voilà, je me rappelle de rien. Mais par contre, ça pose énormément de problèmes sur, sans doute, le fait d'en parler et de la transmission. Parce qu'il va encore falloir trouver quelqu'un qui est capable de comprendre ce qui est impossible à comprendre. Je crois que c'est à Emmanuel, j'ai fait quelquefois des mots ou des petites phrases quand on est dans le TGV, assez dingues, comme tu comprends rien, ce que tu peux pas comprendre, et ainsi de suite. Et ça peut durer je ne sais combien de temps. Que sur le mot, le fait de pas comprendre. Et même, j'ai des filles et une mère. Et quand tu expliques, par exemple, à Céleste que papa, il peut pas comprendre, c'est juste un truc dingue d'arriver à... C'est très difficile. Puis il y a des choses que tu comprends. Donc, c'est le plus important. Et le fait de s'entourer de personnes, mais évidemment comme vous, fait qu'on demain, on va avancer un petit peu. Mais il faudra effectivement pas fermer cette porte qui est complètement ouverte au monde, dans l'incompréhension. Tu l'as dit dès le début. Hein. C'est une chose qui revient tout le temps quand tu dis... Et à la fois, c'est vraiment l'esthétique. Et par exemple, à quel moment je vais comprendre l'esthétique? C'est juste une fille qui est super mal habillée, mais qui a un look de dingue. Et elle n'a rien besoin de mettre de plus parce que l'esthétisme, je vais le comprendre à ce moment-là. Mais c'est juste quelque chose qui est incroyable. Et pourtant, elle avait pas, c'était pas du haut de gamme, hein, pas du tout. Mais il y avait quelque chose qui dégageait, cette notion d'allure aussi. Et c'est dans tout ce que l'on fait. Là, aujourd'hui, on parle de sculpture et de chocolat, en gros. Mais par exemple, j'ai 9 portes d'entrée. Et dans les 9 portes d'entrée, il n'y a pas... aujourd'hui, on essaie de travailler avec Johan aussi là-dessus. Si on pouvait enlever une des 9 portes, ça serait pas mal. Ça réduirait un peu le chemin, quoi. Parce que c'est hyper compliqué de parler à la fois de la vitesse, comment on peut en parler.
parler de cette notion du goût, mais de l'esthétisme, évidemment de la sculpture, des volumes, des formes. J'ai fait venir aussi une personne qui travaille simplement sur le bâtiment, essayer de lui faire comprendre que la notion de volume avait une incidence fondamentale. Le vide, comment on va parler du vide? Et si on prend un garçon comme Pompon, il a compris la lumière à 70 ans. Et ça, à chaque fois que je rentre dans mon village, le Pompon, il est partout. Et pour l'intégrer et le comprendre, c'est extrêmement difficile. Ou pas d'ailleurs. Je ne suis pas sûr que j'ai besoin de comprendre, à la différence de Marie qui est capable de calculer la vitesse de l'air dans les trous de nez avec les poils. Quoi. Ça, elle m'emmerde. Mais peut-être que je suis utile quand même. Elle est quand même utile. Ou Daisuke comprend que ben ouais, on n'arrive pas à trouver le même chocolat ailleurs, même sur la même marque. C'est juste incroyable. Et encore, on a énormément de travail à faire. Et c'est ça qui est bien, quoi. Et surtout, ne pas se poser de questions. Donc, qui pose un sacré paquet de problèmes aux autres. Hein. Voilà, c'est ce que j'allais dire. À chaque fois qu'on travaille ensemble, je suis arrivée avec peut-être 1, 2 questions. On échange pendant 2 heures. Et je repars avec une multitude de questions et en me disant tout ce que je vais avoir à faire, pour traduire ce qu'on a échangé. Mais c'est vraiment, effectivement, toute la complexité et l'intérêt. Et pourtant, c'est simple. Et l'intérêt, c'est simple et en fait tellement complexe à traduire pour se dire finalement au travers de ce que tu fais, tu communiques ce que tu es. Et donc il y a bien une lecture de ça à faire. Même si tu ne la fais pas, même si tu dis que c'est intuitif, même si tu l'as fait sans réfléchir, derrière il y a quand même quelque chose qu'on renvoie. Mais ça, le problème, c'est la génétique et l'ADN aussi. Donc, on ne peut pas changer. Et par exemple, juste sur la salade, pour ceux qui ont la chance d'avoir été au poêlé manger la salade, c'est juste un truc de dingue. C'est que j'ai mis 42 ans avant de comprendre cette histoire. Et pourquoi cette salade, elle est comme ça? Stéphano, je crois que vous avez eu la chance, non, ceux qui sont proches, là. Et pourquoi cette salade, elle est comme ça? C'est juste hallucinant. Et cette perception, et pourquoi chausson aux pommes, le jeudi matin, il sortait, tu te brûlais la gueule pour aller le manger, et il avait un goût que tu ne retrouves quasiment jamais. J'ai le même problème sur le boudin noir, sur plein de choses. Quoi. Effectivement, on retourne donc aux sources, qui n'étaient peut-être pas forcément les meilleures. Et c'est la même chose pour le goût. Avec Emmanuel, souvent, je lui dis, on s'en fout finalement de la matière. Ce qui compte, c'est le process derrière. Quoi. Le process, il est fondamental. Et dans tout ce que l'on fait, que ce soit du métal au bois, n'importe, on reviendra toujours à cette histoire d'homme qui fait que Jean Todt a fait Schumacher. Et c'était parce qu'il y avait une connexion entre ces deux bonhommes. Et 800 personnes ne travaillaient que pour une entité. C'est la même chose au Real. Souvent, on parle de sport aussi. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et aujourd'hui, je vais demander à Stéphano, c'est pas de savoir si ça vous plaît. C'est qu'il faudrait qu'il arrive à savoir si ça me plaît. Et aujourd'hui, j'ai qu'une fille, j'en ai une particulièrement qui s'appelle Diane, qui est capable de dire, Patrick va dire ça, pour elle c'est bien, mais Patrick va dire qu'il y a ci ou il y a ça. Quoi. Et c'est insupportable. Et le summum, c'est quand t'as plus de goût, t'es malade, et là tu deviens normal. Ça va vachement bien, quoi. Donc, entre la dysgueusie et l'hypergueusie, la gueusie n'est qu'un problème général. Tu parles souvent de la matière chocolat. Donc là, tu parlais du process. Pourtant, tu parles souvent de la matière chocolat. C'est pas neutre d'avoir travaillé cette matière et d'avoir sculpté cette matière. Ouais, mais à la fois, c'est pas neutre, mais encore une fois, c'est l'ADN. J'aurais été donc chirurgien de la même façon, puisque ton approche esthétique ou structure, ou ce que l'on veut, elle va pas changer, puisque tout ce que je vais faire, j'achète un fer à repasser de la même façon. Je vais aller chercher, si je m'occupe de la lingerie à la maison, c'est pareil, quoi. Et le pourquoi du comment, et pourquoi ça rétrécit, pourquoi c'est froissé, tout me fait chier. Donc, finalement, on va plutôt... Mon travail aujourd'hui, c'est d'essayer de mettre, pour l'équipe, essayer de mettre le meilleur de ce qu'ils ont. Souvent, je leur dis, tout simplement, ils se brossent les dents, mais sans poils, ça ne les dérange pas. Peut-être même qu'ils se brossent les dents, il n'y a pas de poils, il n'y a même plus de dents. Tu ne sais même plus pourquoi tu le fais. Et c'est cette démarche de contrainte, leurs besoins, c'est d'essayer de mettre l'outil qui est suffisant, la technologie. Pareil, avec Emmanuel, on en parle, la peur de l'outil dans l'artisanat. Aujourd'hui, il faut qu'on ait une technologie hyper développée pour arriver à faire quelque chose qui redevient beaucoup plus simple. Et ça, qu'est-ce qu'on a besoin? Quel est le besoin? Et finalement, les gens vivent sans besoin, ou c'est un besoin qui est différent?
Moi, je pense qu'à 18 ans, j'avais déjà la plus belle boîte à outils. Et à 44, j'avais sans doute un des plus beaux ateliers. Donc, il y a, encore une fois, pour bien jouer, pour bien faire tout ce que l'on fait, demain, on a besoin aussi de cette compétence économique pour s'assurer qu'on aura toujours les moyens. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui, même dans la transmission, l'économie est une chose, c'est infernal, quoi. Mais parce que je suis né comme ça, fils de boulanger, tous les jours, tu dois savoir combien tu te fais de pain pour le lendemain, c'est un bordel sans fin. Et c'est complexe, parce que si tu ne l'as pas, ben, tu ne l'as pas. Et puis surtout, il faut répondre. Le samedi soir, le mariage, c'est samedi soir et tu ne livres pas le dimanche matin. Sinon, ta pièce montée, tu la prends dans la gueule et on a plein de problèmes. Et aujourd'hui, on a un volume de problèmes. Après avoir fait le tour des magasins, c'est juste fantastique. Et pourtant, on est 30 ans plus tard déjà. Et on n'a pas évolué. Et quand je vais chez Valrhona, c'est exactement la même chose, quoi. Quand j'y vais, ça me fait super peur. Et pourtant, c'est très gros. Donc, il faut essayer de faire avancer toute cette histoire. Et avancer la compréhension, peut-être aussi. Ouais. Et alors justement, moi, j'avais envie de vous interroger les uns et les autres sur deux notions, puisque quand on parle d'histoire de l'art, on parle d'histoire du goût, avec effectivement le goût à une certaine époque qui fait aimer certains artistes et pas d'autres, ou qui fait redécouvrir des artistes qu'on n'aimait plus. Exemple avec le 19e siècle, la redécouverte des artistes dits pompiers, sortis et mis au même niveau, en tout cas au musée d'Orsay, que par exemple les naturalistes ou les impressionnistes. Mais il y a la même chose aussi dans l'histoire du goût, le goût, puisqu'on sait que, par exemple, la cuisine ou justement la pâtisserie, la confiserie, qui plus est la chocolaterie, ça évolue énormément dans le temps. Et aujourd'hui, on va pas, quand on va chez Patrick Roger, on va pas acheter les mêmes chocolats que les gens qui allaient, je sais pas, chez la marquise de Sévigné dans les années 50 ou 60. Donc j'avais assez envie de vous questionner tous les trois sur ces deux notions d'histoire du goût, j'allais dire au propre et au figuré. Tu veux réagir ? Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à la question. Moi, ce que j'aime dans l'histoire, c'est l'histoire de la gastronomie notamment, c'est le mouvement et quel est le moteur. Et j'ai l'impression, et donc j'ai un peu travaillé avec des étudiants sur la créativité culinaire. Et il y a quelque chose qui m'intéresse, ce sont les normes, c'est-à-dire les normes qui régissent un domaine, que ce soit les arts culinaires, que ce soit la chocolaterie ou la pâtisserie. Et souvent, ce qu'on constate, c'est que quand il y a un mouvement, il y a un divorce avec certaines normes. Quand il y a artification d'une production culinaire, quand une production culinaire, par exemple, se présente comme une œuvre et pas comme un plat, c'est souvent que certaines règles ont été transgressées. Et il y a un exemple que j'aime bien prendre, qui vient de la cuisine. C'est un cuisinier que j'apprécie particulièrement, c'est Michel Troisgros, qui a un plat qui est assez connu maintenant, qui est une peau de lait caillée sur un pesto de truffes. Et c'est un plat qui est très intéressant. Donc il faut imaginer une assiette blanche avec une peau blanche, voilà, légèrement bombée. Et quand ça arrive devant le client, il y a une incision qui est faite au milieu. Et il y a une matière noire qui surgit par la fente. C'est quelque chose d'un peu érotique, mais enfin c'est artistique. Parce que Gauguin disait qu'il faut avoir l'œil en rut. Donc bon, là, c'est sûr qu'en voyant cette fente, enfin bon, vous ferez les rapprochements vous-même. En Joanne, voilà. je sais pas où aller. Mais... Et pourquoi c'est intéressant ce plat ? Parce que si vous écoutez les émissions type Top Chef, enfin les émissions culinaires, il y a toujours des saintes règles qui reviennent comme des mantras. Il faut de la couleur dans l'assiette, il faut du relief dans l'assiette, il faut toutes les textures dans l'assiette. Et alors là, ce qui est génial, c'est qu'on a un plat qui n'a pas de couleur, qui a une conception du relief qui est intéressante, mais en tout cas pas de relief apparent, pas de montage impossible à manger. Et puis au niveau de la texture, tout est mou. Et pourtant, c'est un succès absolument total. Alors, je disais qu'il n'y a pas de relief, mais il y a quand même un relief, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est posé en peinture la question de comment on en finit avec la bidimensionnalité de la toile. Et ça, c'est... Donc vous avez deux options, soit vous rajoutez des trucs,
pour faire des sortes de concrétions, de la matière, des poils, un peu à la Rébérol, enfin ce genre de trucs. Soit vous dites non, on va avoir une solution plus radicale, on va lacérer la toile pour casser la bidimensionnalité du support. C'est un peu conceptuel en peinture, c'est Fontana, mais n'empêche que quand le plat arrive et qu'on a cette fente et cette matière noire, on a l'impression d'avoir la fosse des Mariannes, on a une impression de relief sans montage insupportable. Et ce décalage, cette réponse au problème du relief, mais une réponse différente des montages traditionnels, c'est ce qui rend ce plat, à mon avis, artistique. Et le mouvement dont vous parliez dans l'histoire, c'est ça, ce divorce rationnel ou pas, avec les normes qui régissent le domaine. Donc c'est ça qui m'intéresse. Et qui passe par l'esthétique. Absolument, ça fait partie de la définition. Oui. Alors moi, si je devais réagir sur le goût plus, je trouve qu'effectivement c'est très intéressant de voir toutes ces évolutions. J'irais même plus loin que simplement les évolutions, je dirais même intraculturelles ou interculturelles. On n'en parle pas souvent assez. On a tendance à dire je n'aime pas au lieu de dire c'est différent. Et en fait, finalement, l'occurrence et le fait que qu'on soit amené de plus en plus à goûter des choses différentes nous ouvre progressivement. Et je pense que les évolutions viennent de cela aussi, c'est-à-dire qu'on se nourrit de plus en plus de petites touches, et ces petites touches, on va en faire autre chose parce qu'on va les amener dans notre culture, et donc du coup on va les retravailler. Et donc du coup c'est vrai que le goût pour moi est quel que soit le produit, quel que soit le plat, est un champ des possibles. Je pense qu'on n'en a pas fini de découvrir des nouveaux goûts, et c'est ce qui fait aussi l'intérêt de cette science, de se dire que finalement, soit parce qu'on va chercher des choses dans des cultures différentes que l'on ne connaît pas. Donc là, je rejoins ce qu'on disait sur les souvenirs, sur les apprentissages que l'on a et qui conditionnent fortement les goûts que l'on accepte ou que l'on n'accepte pas. Eh bien, vont changer les modes de pensée. Et il est très intéressant de voir comme les enfants, dès le plus jeune âge, sont sensibles à ces choses-là. Des personnes qui sont exposées très fréquemment à goûter énormément de choses sont souvent des personnes qui vont aller chercher, qui vont avoir aussi de la créativité à travers ça, en disant tiens, je vais essayer ça, je vais essayer ça. Chose qu'on n'aurait pas faite. On n'aurait pas vu ça dans les livres. Non, mais tu ne peux pas associer. Et je reprends un peu les couleurs aussi. Avant, on disait non, tu ne peux pas porter du rose avec du rouge. Ça ne va pas du tout. Et maintenant, quand on voit tout ce qui se fait, on a du rouge, du rose, beaucoup de couleurs, et personne ne dit plus ça ne va pas, ça ne fonctionne pas, c'est décalé. C'est comme les vêtements, avant un t-shirt ne dépassait pas du pull, alors que maintenant on fait des contrastes. Alors je pense aussi au volume, on fait des contrastes de volume avec les vêtements. Et tout ça est une habituation, une habitude de l'œil, que l'œil va prendre à ces changements. Et donc là, je pense qu'on est encore une fois tout le temps en mouvement. Et je pense que ce mouvement, il n'est pas... souvent, on parle de l'évolution. Avant, c'était ringard. Maintenant, voilà, c'est dépassé. Il faut aller de là. Et finalement, quand on revoit toutes les boucles qui nous renvoient et aux années 80, et finalement, en fait, c'est un sans cesse... ça se nourrit sans cesse. Et c'est ça qui est, je trouve, fantastique dans le goût. Mais ça va un peu plus loin à chaque fois. C'est-à-dire que le ressort, c'est la curiosité, mais on pousse un peu, on repousse un peu les limites à chaque fois, malgré tout. On s'inspire, mais on en fait quelque chose de différent. Donc on va dire, ah tiens, ça s'inspire, ou ça a des traits, ou ça a des formes de... Mais effectivement, on l'enrichit avec tout ce qu'on a, je dirais, appris et cultivé dans les années. Mais toutes ces choses-là sont passionnantes. Tous les tests qu'on peut faire quand on enlève un des sens est aussi très intéressant. On parle du goût, mais quand on enlève ou quand on joue sur la vue, il est impressionnant de voir ce que l'on peut faire décrire aux gens. Je pense souvent à une expérience que l'on fait sur le yaourt ou sur des arômes. Vous pouvez donner un yaourt nature à beaucoup de personnes, vous l'avez coloré en rose et tout le monde vous assure qu'il est à la fraise. Et ça, je trouve que c'est fantastique de voir ce que le cerveau est capable de faire. Et donc c'est un exercice qu'on fait régulièrement avec des arômes, on change la couleur et tout le monde dit « je connais », mais sans la couleur, sans ce que la couleur vous évoque du produit, vous êtes quand même, vous perdez quand même une vraie part de l'information et de la capacité à reconnaître.
Alors, je ne devrais pas le dire parce que c'est un peu honteux, mais j'ai été abusée l'autre jour, la première fois que je suis venue mercredi. C'est-à-dire que je savais que j'allais voir Patrick Roger, on ne se connaissait pas, et je savais que j'allais voir des sculptures. Et je n'avais pas très bien compris que toutes les sculptures qui étaient ici seraient en bronze, en aluminium. Je pensais qu'il y avait peut-être aussi des sculptures en chocolat. Donc je suis arrivée, j'ai vu les lionnes au milieu de la salle, dont la patine fait quand même furieusement penser à du chocolat, et j'étais bluffée par à la fois la présence de la pièce, la monumentalité, et en même temps cette patine, ça me semblait incroyable, sur du chocolat évidemment. Donc je suis arrivée, et première bêtise de la journée, c'était de dire mais comment vous faites ces patines sous-entendu sur du chocolat, et évidemment Patrick m'a très vite expliqué que c'était des patines sur du bronze. Donc là j'ai vaguement regardé le bout de ma chaussure en me disant bon, j'ai parlé trop vite, mais il y a effectivement une espèce de leurre visuel. C'est exactement comme pour le yaourt à la fraise, hein. Il y a un leurre visuel sur les couleurs, les textures, voilà, une approche purement sensible. Effectivement, si j'avais osé toucher, je ne me serais pas fait avoir de cette façon, sauf qu'a priori, on ne touche pas les œuvres, quelle que soit la matière qui les constitue. Donc voilà. Oui. Mais c'est pareil, cette technique, elle vient finalement, c'est plutôt le chocolat qui va l'amener à la fonderie. Et je leur demande de patiner comme moi je fais sur le chocolat. Donc c'est une révolution pour eux, aussi bien pour la fonderie qui est en Allemagne et celle qui est en Auvergne. Donc tu leur fais voir ta technique, comment tu fais, et puis tu vas le faire avec les acides. Sauf que c'est ta façon de faire, qui est ta vision. Et comme j'avais pas de connaissance de la patine aussi, il faut savoir que c'est à chaud quand même, on ne voit pas ce que l'on fait. Et tout simplement, je leur transcris ma vision de comment je vais apporter la technique sur la pièce. Et ça naît juste comme ça. Et dès que la première patine elle est faite, le seul problème c'est de la figer, puisque finalement on l'a travaillé comme si c'était du cacao poudre en gros. Et ça, pour ça naît comme ça en tout cas. C'est vraiment une transmission, tu changes de métier et tu te transmets à un autre métier. Donc, tu parlais du process tout à l'heure, mais du coup, encore, il y a de ça. Donc je viens juste apporter mon process. Et puis, par contre, je vais revenir sur la notion du goût. Moi, je pense qu'il y a 25 ans, j'avais 25 ans d'avance, c'est sûr. Aujourd'hui, on a plutôt, en termes de chocolaterie, en tout cas, il y a eu une telle révolution dans le goût il y a 25 ans. Sans doute, quand on arrive, il y a M. Bronstein, qui était sans doute dans mon jury, pas très loin. Et quand tu apportes cette révolution, quel goût, d'où ça sort, effectivement, tu n'en sais rien, parce que je ne savais même pas qu'il existait, et on ne savait rien de rien. Et tu révolutionnes aussi bien par la couleur, par des textures, tout simplement par ton innocence. Tu es arrivé, et c'est ce que j'aimais le plus quand je gagne le World Chocolate Master. C'est il y a 20 ans, 21 ans. On venait tous du monde entier, sans communication. On ne savait pas qui nous étions. Et il n'y avait pas de coaching, il n'y avait rien du tout. Et c'était juste, pour moi, c'était extraordinaire. Le niveau d'il y a 20 ans, en termes artistiques, en tout cas, était vraiment... Chacun arrivait libre. Aujourd'hui, tout est coaché de partout. C'est infernal, quoi. Et c'était vraiment une révolution. Voilà, parce qu'on était simplement... on ne connaissait rien. Aujourd'hui, c'est impossible. On est tout le temps en train de pomper de partout. Tout arrive plus vite. Tu n'as même pas fait une photo qui est déjà je ne sais où, au bout du monde. Ça aussi, c'est un vrai... Oui, donc on va vers la mondialisation de l'esthétisme. Et vers des normes. Et vers des normes. Bon, moi, elle va m'emmener jusqu'au bout. Hein, la connerie que l'on fait aujourd'hui, normalement, on est capable de la tenir. Mais ça va devenir vraiment de plus en plus difficile, ça c'est sûr. Et en termes de moyens aussi. Il faut des moyens considérables pour arriver à vivre en dehors de la norme. On tape dessus fort. Donc là, il y a quand même une vraie révolution au niveau de l'histoire du goût. C'est que le goût de l'amande, il y a 50 ans, oui. Le goût de la technologie d'aujourd'hui, il y a une vingtaine d'années, non. Ça, c'est sûr. Personne faisait en 1950 ce que l'on fait en termes de goût en chocolaterie aujourd'hui. Ça, c'est certain. Même si la couverture, là, peut-être peut évoluer. On essaie de la faire évoluer. Elle était déjà là. Mais ça s'est plus révolutionné dans la cuisine, dans le mode d'assemblage, dans la perception. Mais je pense que ce que tu dis rejoint aussi tous les travaux scientifiques. Alors là, je prends la casquette un peu plus scientifique, mais tous les travaux qui amènent à se dire qu'est-ce que la perception finalement, qu'est-ce que les arômes, qu'est-ce que le goût
dans une matrice. Alors je parle de la matrice, ça peut être la matrice chocolat, mais ça peut être tout un tas de types d'aliments. Et effectivement, on a un décortiquage de finalement la perception, elle se passe par les arômes, mais comment les arômes arrivent au niveau du nez, comment, etc. Et c'est vrai qu'on est dans une période où effectivement on cherche à comprendre, on cherche le rôle de la texture, qu'est-ce que la texture et qu'est-ce que finalement la chimie qu'il y a dans l'aliment. L'aliment est une chimie, des molécules qui se mettent les unes avec les autres, qui piègent des arômes, qui bougent, que l'on va manger, que l'on va déstructurer d'une certaine manière et qui vont faire qu'on va en avoir une certaine perception. Alors moi, d'un point de vue scientifique, je trouve ça magique d'essayer de comprendre ces phénomènes. Et après, effectivement, tout l'enjeu, c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait de cette compréhension en fait des choses. Et est-ce qu'on doit y mettre des normes ou est-ce qu'on décide de se dire non, juste on a compris. Et ça, c'est juste très intéressant parce que derrière cette compréhension, il y a aussi il y a du rêve, quoi. Il y a la magie, il y a peut-être tout ce qu'on ne peut pas expliquer non plus. Il y a de l'illusion. En fait, c'est ça, moi, qui me passionne dans le goût, c'est que le goût est une illusion. Enfin, le goût des choses, je veux dire. Quand vous goûtez un chocolat avec du jasmin ou de la vanille, vous faites l'expérience du goût du chocolat dans votre bouche, et vous n'avez pas de récepteur à la vanille et au jasmin dans la bouche. Le goût, ça ne s'arrête pas à la gustation. La gustation, ça vous permet de détecter le salé, le sucré, l'amer, l'acide, l'umami. Mais pas la vanille. Les récepteurs à la vanille, ils sont dans votre toit nasal, derrière une muqueuse. Alors pourquoi on ne fait pas l'expérience de la vanille comme étant dans le nez? Et bien ça, c'est assez intéressant à étudier, parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a une capture orale, c'est-à-dire qu'il y a certains systèmes sensoriels qui dominent, qui forcent la localisation de l'expérience gustative dans la bouche. Mais les déterminants de la flavor, la rétro-olfaction, la vision, tout ça n'a rien à voir avec la bouche. Donc ce qu'il y a de merveilleux dans le goût, c'est que c'est nécessairement illusoire. Par exemple, moi, le parfum, hier, on avait une créatrice sur le parfum. Moi, j'avale le parfum. C'est tout le contraire d'eux. Et c'est ça qui va faire que mon corps va se mettre en défaut. Mais là, je peux me mettre dans un état vraiment lamentable. J'avale le parfum. Mais ça c'est... Enfin, je suis désolé de vous interrompre, mais c'est extrêmement intéressant parce que il y a des expériences qui ont été faites sur la distinction entre l'ortho-olfaction, donc c'est quand vous sentez, quand vous reniflez, quand vous sniffez, et la rétro-olfaction. Et notamment des différences pour ce qui est de la sensibilité aux informations visuelles. C'est-à-dire vous prenez des petites solutions aromatisées avec la même concentration d'arômes de framboise, par exemple. Il y en a une, vous la colorez plus intensément que l'autre. D'accord ? Si vous présentez les deux solutions en ortho-olfaction, les gens vont avoir tendance à dire la solution la plus colorée, c'est celle où il y a le plus de framboise. Mais ils ont répliqué l'expérience, cette fois-ci en rétro-olfaction, c'est-à-dire que les gens ne reniflaient plus, ils avalaient et expiraient. Ça, c'est la rétro-olfaction. Ça passe par une autre route, c'est à peu près les mêmes récepteurs, mais ça passe par une autre route. Et là, les jugements étaient inverses. C'était la solution la moins colorée qui était jugée comme étant la plus intense. Donc ça, c'est un exemple. Bon, je ne vais pas vous expliquer pourquoi c'est comme ça, parce que d'une part, je ne suis pas sûr de savoir, mais ça illustre bien les liens complexes entre la vision, l'olfaction et surtout les deux modalités de l'olfaction. Et vous utilisez la rétro-olfaction, c'est très intéressant parce que il y a des livres qui défendent l'idée, des livres notamment un livre qui s'appelle Neurogastronomie, qui est assez populaire par un neuroscientifique de Yale sur la perception de la flaveur, qui dit que la différence entre les chiens et les humains, notamment, c'est que les chiens sont des super ortho-olfacteurs, c'est pour ça qu'ils trouvent des truffes et pas nous, malheureusement. Mais par contre, pour ce qui est de la rétro-olfaction, eh bien le cerveau humain et la structure de notre visage a évolué pour qu'on soit des super smellers en termes de rétro-olfaction. Donc c'est très intéressant que vous utilisiez cette sous-modalité de l'olfaction. Est-ce que la notion d'abstraction existe dans le goût? Parce que dans le parfum, en parfumerie par exemple, elle existe. Je vais donner un exemple historique très simple. En 1920, quand Gabrielle Chanel a voulu demander à Ernest Beau, parfumeur, un premier parfum, qui est devenu numéro 5, elle lui avait demandé un parfum de femme à odeur de femme, à une époque où la parfumerie française se
nourrissait, si on peut dire, de soliflore, c'est-à-dire de parfums qui sentaient la rose, le lilas, le muguet, la lavande, etc. etc. Donc, numéro 5, parce que c'est un mélange et qu'en plus, il y avait des ingrédients de synthèse dedans pour la première fois, donc de la chimie qui entrait très directement, est devenue une odeur abstraite qui évoque des fleurs, un bouquet, mais difficile à isoler. Est-ce que ça existe par exemple, le chocolat? Est-ce qu'on peut faire un chocolat dont l'odeur serait quelque part un peu abstraite? C'est-à-dire que ça sentirait le chocolat sans qu'on puisse dire qu'il y a, je sais pas, du thé, je sais pas moi, de l'amande. Est-ce que c'est possible ça? Parce que l'abstraction, si on regarde esthétiquement dans l'art, c'est une notion qui peut être très présente, encore que... Alors, je pourris la vie définitivement à Marie, mais mon brief, en général, c'est on fait du chocolat, mais qui n'a pas le goût de chocolat. Ça, c'est le brief de départ. D'accord. Donc, ça commence mal. Oui, c'est ça. C'est effectivement, tu dis souvent ça. On fait du chocolat qui n'a pas le goût de chocolat. Je me dis, bon, alors comment je vais expliquer ça à moi? Comment je vais le traduire? Mais je pense ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas au bout de cette démarche, en tout cas. Ce qu'est le goût du chocolat aujourd'hui, je pense qu'il a toujours des défauts. Donc, on n'est vraiment pas au bout de l'histoire. Mais en tout cas, voilà, c'est ça. C'est que ça ne doit pas avoir le goût de chocolat. Alors déjà, ça commence à mouliner sérieusement. Je rejoins sur le fait que déjà, on parle du goût du chocolat. Alors, je dirais les goûts. Parce que finalement on parle du chocolat, mais il n'y a pas un chocolat, il y en a vraiment une multitude. Après, pour vous répondre, c'est un petit peu difficile dans le chocolat, l'olfaction. Parce que déjà, alors, tout dépend s'il est liquide. S'il est liquide, on peut déjà sentir des choses. Donc ils vont peut-être s'approcher davantage de ce qu'on pourrait percevoir après en rétro-olfaction quand on va le manger. Pour autant, on peut avoir, comme dans le vin, des vraies surprises entre le fait de ce qu'on va sentir au nez et ce qu'on va sentir en bouche. Et je dirais que ça aussi, ça s'appuie notamment sur tout ce qui va être interaction entre les saveurs, donc ce qu'on détecte au niveau de la langue, et les arômes. On dit souvent que le chocolat peut être structuré par l'amertume ou par l'astringence. Et en fait, en fonction de ça, les arômes, vous n'allez pas du tout les sentir de la même manière. Et je dirais autre chose aussi sur... on parle des fois des fois tu évoques la notion de vitesse dans le goût, mais en fait, on peut l'évoquer au niveau olfaction, au niveau des composés aromatiques, parce que ces composés aromatiques, ils sont volatiles. Alors, quand je parle de volatilité, c'est cette capacité à s'extraire d'un produit et à remplir une pièce. Par exemple, si vous laissez un parfum ouvert dans une pièce, il va avoir pris l'espace. Ce qui se passe, c'est que ces arômes, ils ne sont pas tous rapides de la même manière. Et donc, quand vous allez sentir quelque chose, vous allez avoir une partie des arômes que vous allez sentir en même temps. Ça va vous donner une image. Quand vous les mettez en bouche, en fait, ils ne vont pas avoir la même vitesse. Et du coup, ils ne vont pas arriver au niveau du nez de la même manière. Et donc, vous allez avoir une deuxième image. Donc, en ça, on peut se dire qu'il peut y avoir quelque chose d'abstrait. En fait, il et faudrait un décalage. Déguster un chocolat comme on regarde une pièce de James Turrell la première fois qu'on la voit, avec cette espèce de longueur de la perception qui fait que ça ne se laisse pas percevoir immédiatement. Tout à fait. Passer un peu de temps. Tout à fait. Et pour rebondir sur ça, quand on essaie de creuser un petit peu scientifiquement en se disant, bon, finalement, j'aimerais bien savoir ce qui fait le goût. Parce que quand je dis boisé, très bien, mais ça veut dire quoi boisé? Quels sont les arômes qui sont derrière ça? Est-ce que le boisé, tel que je le définis, c'est le même que le boisé d'un autre? Alors déjà, il y a un problème de linguistique, déjà, mais même d'un point de vue plus scientifique, quels sont les composés aromatiques? Alors, je veux dire, ils existent. Comment fait-on? Eh bien, finalement, aujourd'hui, l'instrumental répond très mal. C'est-à-dire que tous les scientifiques, dès qu'on veut essayer de quantifier, de dire on va les extraire, on va faire des huiles essentielles, eh ben, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas parce qu'en fait, on a des difficultés à extraire ces arômes, à les quantifier, parce que finalement, le nez humain reste la meilleure machine de détection des arômes. Et donc aujourd'hui, c'est aussi ça qui fait la spécificité de la perception, c'est que dans beaucoup de sciences, si je parle de la texture, on a des instruments qui nous permettent de dire, bon voilà, ça c'est plus dur, c'est plus ferme, c'est plus cassant. Et ben, au niveau des arômes, on n'y est pas encore. Alors peut-être qu'on y sera un jour, mais on a peu d'outils aujourd'hui et on n'en a pas de meilleur que le nez. Donc c'est rassurant aussi pour certaines choses, mais... De toute manière, quand bien même on aurait les... Enfin, je sais pas. Disons que je prêche un peu pour ma paroisse parce que moi je travaille dans la boîte noire, c'est-à-dire dans le système qui traite les informations qui viennent du produit, quoi.
Bon, il a été montré expérimentalement en psychophysique qu'une même molécule pouvait tantôt être interprétée comme une odeur très agréable de beurre frais et tantôt comme une odeur de dessous de bras. Bon. Ça veut dire qu'au niveau de la molécule, il y a une espèce d'ambiguïté dans le signal. Et c'est votre système cognitif qui va désambiguiser en fonction d'autres types d'informations. Et je voulais également rebondir sur le thème de l'abstraction, puisque si je comprends bien ce que vous suggérez, abstrait, c'est-à-dire qu'on n'identifie pas tout de suite la chose. Et ça m'intéresse beaucoup, puisque en fait, je co-dirige une thèse sur les rejets alimentaires chez les petits-enfants. Entre 2 et 6 ans, les néophobies alimentaires, les sélectivités alimentaires. Qu'est-ce qui fait qu'au moment de leur développement, eh bien, les enfants se mettent à rejeter les fruits et les légumes principalement? Alors, on ne sait pas très bien, mais ce qu'on est en train de montrer, c'est que ça dépend de leur catégorie. C'est-à-dire que quand ils sont capables de reconnaître un aliment, quand ils ont les concepts disons, bien matures, ils sont capables de reconnaître la carotte comme étant une carotte sous plein de modes de présentation, et là, ils acceptent de la manger. Là, ils peuvent l'apprécier. Généralement, ce qui n'est pas connu, là où il y a une absence de familiarité, l'appréciation est très difficile à obtenir du côté du sujet. Alors, ça m'interpelle quand vous dites, voilà, mon objectif, c'est le chocolat qui n'a pas le goût de chocolat. Oui, mais s'il n'est pas identifié comme ça, s'il n'y a pas de sentiment de familiarité par rapport à un arôme, à un ancrage qui rassure, le système ce qu'on appelle le système de catégorisation, on peut classifier les goûts. Si tout est inconnu, je m'interroge sur la possibilité d'apprécier la chose. Non, alors donc en gros, aujourd'hui, on a une table de mixage, et puis finalement, on va donc monter certains arômes ou d'autres, les enlever complètement. S'ils sont complètement insupportables, c'est le cas, donc on est capable de les rendre quasiment à zéro. Et ça serait quasiment l'idéal, parce que s'il me gêne tout le temps, il n'y a pas moyen. Je suis obligé de le sortir, parce qu'une fois que je l'ai ancré, c'est mort. En plus, je vais aller le retrouver. J'ai des problèmes d'odeur en permanence, quoi. Même si en vieillissant, j'en sais rien, je deviens moins chiant. Vous musez. Mais je pense que ouais, ben, c'est ce que l'on fait. En tout cas, on sort complètement ce qu'on n'a pas besoin dans ce mauvais goût. Et mon métier, c'est plutôt de chasser ça. J'ai pas besoin de comprendre. Et en plus, je suis un garçon je vais pas chercher 50 ans. Puis il y a des moments aussi. Par exemple, Stéphano m'apporte un chocolat, j'ai pas envie, c'est pas le moment. Et chaque moment est complètement différent, donc c'est juste infernal. Parce que là, vous parlez de la molécule, ce qu'elle dégage, mais je pense que c'est aussi ce que nous, on est capable de... À quel moment on donne l'information, où on accepte peut-être de concevoir une audience au goût. Et alors là... Oui. Mais quand tu dis pas le goût de chocolat, effectivement, c'est plus une sélection on trie. de notes aromatiques présentes dans ce chocolat. Et tout l'enjeu, c'est de se dire comment on arrive à les sélectionner et à faire qu'elles ne s'expriment pas. Ou en tout cas, elles peuvent être présentes, mais elles n'atteignent pas les seuils de perception. Ça, c'est aussi tout l'enjeu, d'arriver à se dire on n'est pas au seuil de détection, et donc ça ne se sent pas, ça existe, mais ça n'est pas détecté. Mais après, moi j'ai une maladie qui est orpheline, donc ça va, on est tranquille. Pas trop s'occuper de moi. Tendance aussi à essayer de dédramatiser cette histoire, mais il faudrait pas. Parce que d'un autre côté, si tu laisses tout faire, surtout à l'atelier, au magasin, ça devient vite un bordel, quoi. Et là, tu perds l'entité, qui est forcément l'ADN, et aujourd'hui, transmettre ça, encore une fois, c'est infernal, quoi. Alors, pour rebondir sur la transmission, moi, dans mon travail, je m'appuie sur des outils humains. On en parle peu souvent, mais on parle des panels. Et là, tout l'enjeu, c'est de les former, ces personnes. Alors, c'est pas du tout quelque chose d'intuitif, justement. Tout l'enjeu, c'est de leur faire perdre ce côté intuitif, et donc de faire perdre le j'aime, j'aime pas, et de les former à être capables de noter des chocolats avec un vocabulaire défini, avec des normes, avec une norme, par exemple, je vais prendre l'acidité, voilà, ils ont un référent. Le moins acide, ce sera celui-ci. Le plus acide, ce sera celui-là, il est à 7. Voilà. Et de leur apprendre, en fait, à être comme des automates, je dirais, dans cet exercice. Pourquoi on fait ça au travers du goût? Parce que c'est justement le seul moyen, à un moment donné, de pouvoir capter et décrire et comparer. Donc là, je sors un peu du champ descriptif, mais c'est la seule manière de se dire, est-ce que ce que je sens à un moment donné, est-ce que les mots que je mets sont représentatifs d'une perception
global. Parce qu'il y a aussi cet enjeu dans l'analyse sensorielle, c'est-à-dire, je peux le faire toute seule, je peux me dire, moi, toute seule, bon, bah voilà, je vous ai écrit le goût, voilà, c'est parfait, on valide comme ça. Sauf que je ne suis pas représentative d'un groupe de personnes. Et aujourd'hui, les panels de dégustation tels qu'on les forme, ils sont là aussi pour ça, pour se dire il y a de la variabilité entre les gens et comment je m'assure que ce goût décrit est bien représentatif d'une perception générale. Donc, c'est pas complètement ton cas, oui. Mais j'en ai besoin demain, voilà. Si on veut continuer, on sera obligé d'automatiser certaines choses. Ça, c'est évident. Donc c'est pour ça qu'on vous demande un produit qui est plutôt stable. Encore une fois, mettre une technologie qui va la rendre plus stable, parce qu'on ne peut pas parler à chaque personne, puisqu'il y a un moment, c'est impossible. Tout ça pour arriver à faire n'importe quoi. Donc c'est gros paradoxe. C'est qu'il faut énormément de technologie pour se permettre la liberté. Mais là, c'est fait. Mais tout l'enjeu, effectivement, pour nous et pour moi, est de donner la matière. Sur la matière première, voilà, et sur le process, puisqu'on vient d'un monde normalement qui devrait être complètement régulé. C'est une autoroute et ça devrait glisser tout seul. Et aujourd'hui, on est complètement infoutu de faire ça. Et c'est un vrai problème sur comment on va structurer. Encore, on revient à la structure. Comment on va structurer. Et je sais pas. Alors, du coup, pour continuer sur ça, je parlais tout à l'heure de communication et je parlais du coup d'outils, à un moment donné, pour caractériser ça. Et tu en parles, c'est indispensable. Finalement, on ne peut pas fonctionner sans un minimum d'outils. En tout cas, nous, pour te... Je rejette le test Robinson complet et je leur dis non, c'est moi qui décide de toute façon. C'est pas la machine qui décide. Et là, pour arriver à leur dire et faire comprendre, alors on a réussi sur quelques produits extrêmement forts où c'est pas dans la subtilité, ou déjà arriver à la première marche, c'est très compliqué. Et on a eu une année un très très gros problème sur la couverture, effectivement. Ça n'a pas été détecté dans les panels du tout, pas la première fois, pas la deuxième fois, la troisième fois, je suis obligé. C'est moi qui leur dis où il y a le problème, quoi. Et c'est juste quelque chose qui est... Et personne ne le comprenait autour aussi. Et là, après, tu es obligé de dire, bah oui, ça, c'est un goût d'ananas. Tu comprends qu'il y a un goût d'ananas, là. Tu l'as, t'es sûr? C'est pas de dire oui parce que... Et le problème, il est là. Est-ce qu'on l'a déjà vécu? Est-ce qu'on est capable de le comprendre, encore une fois? Parce qu'on a besoin de le comprendre. Alors moi, il y a un truc qui m'intéresse parce qu'on s'éloigne d'une question qui était la première, qui était l'esthétique du goût. Sur quels critères les choix se font quand, par exemple, il y a cette petite boîte ravissante? Non, pas si facile que ça. Si. Facile pour vous, mais pas si facile pour nous de comprendre sur voilà, ces petits chocolats en forme de cube, la taille du cube, comment ça va influencer la perception qu'on aura du goût, pourquoi est-ce que certains chocolats sont des dômes, pourquoi d'autres, voilà. Comment ça va influencer celui qui déguste, parce qu'il y a évidemment la vision esthétique, le plaisir de regarder quelque chose qu'on va goûter. Et puis il y a l'émotionnel dont on parlait tout à l'heure, qui fait partie de cette approche. Et puis il y a une chose, moi je constate quand même depuis, je suis allée voir la boutique à la Madeleine, il y a une esthétique dans la boutique qui est très 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 calibrée, il n'y a absolument rien de laissé au hasard. J'étais hypersensible à la couleur choisie parce que je trouvais qu'elle avait une force. C'est très important la couleur quand on est à la tête d'une maison, quelle que soit la maison, la boîte orange d'Hermès, les boîtes kaki de Christophe qui les a abandonnées malheureusement parce qu'ils étaient fournisseurs de l'armée, le bleu Tiffany, voilà, pour un joaillier, tout ça, ça a un sens. Et cette couleur-là, elle a un sens parce qu'elle est vraiment extrêmement originale pour un chocolatier. On peut faire des comparaisons avec plein de gens que nous ne citerons pas. Mais tout ça est très, 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 très articulé. Il y a un vrai langage. Et c'est pas qu'émotionnel. Et c'est pas que... Voilà, il n'y a aucun hasard dans ces choix-là. Et moi, j'aimerais bien qu'on en parle parce que ça, c'est vraiment l'esthétique du goût. Il y a plein de questions dans la question. Justement, il y a sans doute plein de réponses. Ouais. Tu veux que je rebondisse sur la forme? Je peux pas me permettre de juger de la forme. La forme, je peux. Une chose est sûre, c'est que cette capacité à manger beaucoup et pas à se mettre en défaut. Donc ça, le succès, il est très clair, c'est là. Donc quand il m'amène quelque chose à goûter,
c'est pas dur, tu laisses et puis il faut me laisser vivre. Si je bouffe tout, mais vraiment à capacité à haute dose, il y a juste le cerveau à un moment qui dit bon, c'est plus sympa de garder tes 69 kilos, on aime bien le chiffre, et ainsi de suite. Mais autrement, c'est cette capacité à pouvoir manger beaucoup. Donc ça, c'est vraiment nous le critère, mon critère. Et puis pour que je mange beaucoup, c'est pas simple, hein. Et à la fois, c'est très simple. Ça a juste à être bon et juste équilibré. Mais ça reste mon goût. Après, la forme, évidemment, a une incidence capitale avec Quentin. On a ce problème de 7,5 ou de 8. On sait très bien qu'en 7,5, on est meilleur. Et puis après, tu as des problèmes dans la boîte. Et tu as une deuxième boîte avec une troisième boîte qui interfère. Et là, tu dois expliquer à la fois de la stratégie, de l'économie, tout un tas de choses, quoi. Et on doit résister, évidemment, à la forme. Et demain aussi, la technologie. On fera avec cette technologie que si on est capable d'améliorer. Là, j'ai un autre collègue qui me dit « Mais t'es complètement taré, mon pauvre vieux. T'es obligé de passer tout sur cette technologie. » Mais non, demain, on est environ 6-7 technologies différentes. Mais on ne fait que si le corps est capable d'accepter. Et vraiment à haute dose. Quitte à se rendre... tu te mets en défaut et tu te mets malade, quoi. Et en tout cas, le choix se fait comme ça sur ce qui est la justesse et peut-être l'esthétisme du goût quand tu rentres dans le corps. Marie ? Alors, d'un point de vue forme, il y a beaucoup d'études qui traitent de cet aspect du format. Alors, quand je dis format, c'est aussi bien la quantité que la forme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout joue sur la libération des arômes. Donc, pourquoi ? Alors, parce que, en fait, en fonction de la forme, vous n'allez pas le manger de la même manière. Vous allez plus ou moins le croquer, vous allez le mettre en une fois dans la bouche ou pas. Et donc tout ça va jouer sur la quantité d'arômes que vous allez libérer et donc la quantité d'arômes que vous allez percevoir. Donc il y a une réelle interaction entre le format de ce que vous allez manger et la manière dont vous allez le mâcher et donc le percevoir. Donc il y a vraiment une causalité mécanique, vraiment mécanique des choses. Et donc pour avoir fait différents tests, on était toujours très surpris. On faisait avec des personnes, je dirais naïves, qui n'étaient pas au courant de ce que l'on cherchait à regarder. Alors il ne s'agissait pas de chocolat, mais on était dans le fromage. Donc, et vous avez des manières de manger extrêmement différentes et du coup des retours de perception extrêmement différents pour un même fromage et un même format. Et donc il y a vraiment des vrais enjeux sur cette forme, au-delà effectivement du côté artistique. Et donc quand on disait 7,5 ou 8, il y a aussi une notion de ce qu'on appelle le bol alimentaire. Et donc là c'est plutôt stomacal. C'est la sculpture. Aussi. Pour moi, c'est la sculpture. C'est vraiment le volume a une incidence, mais c'est fondamental sur ce que je vais manger. Tout à fait. Alors, on avait travaillé, nous, sur la notion de volume, c'est-à-dire garder un volume similaire, mais avec une forme différente, ou alors garder une forme identique, mais avec un volume différent. Et donc, effectivement, il y a le poids, le volume, la forme. La densité. La densité, tout à fait. Et donc là, il y a aussi une question de satiété. Il y a aussi beaucoup d'études qui travaillent sur la notion de satiété par l'alimentaire et par la perception aromatique. Il y a eu beaucoup d'études qui portent sur comment quelque chose qui va être très intense aromatiquement va vous satisfaire et en fait va soit vous amener à ne plus manger, va arrêter, soit vous amener à dire « Ah, j'y reviendrai bien encore ». Et donc ça, c'est aussi des mécanismes qui sont très étudiés, qui sont passionnants. Ouais, le critère que vous évoquez, c'est celui de la mangeabilité, en fait. Et il y a l'équivalent pour les boissons, ça s'appelle la buvabilité. Donc, la deuxième thèse que je co-dirige, c'est sur la perception de la fraîcheur dans les boissons alcoolisées et sur l'impact sur la buvabilité. Alors, la notion de buvabilité est très intéressante, ça s'applique aussi à l'alimentaire, c'est exactement la même. C'est-à-dire que pendant des décades, ils ont fait des tests. Imaginez, vous avez un industriel qui crée 3 prototypes, A, B et C. Ils réunissent un petit panel, naïf ou entraîné. Ils disent, bon, lequel vous préférez ? Bon, en pourcentage, les gens préfèrent le B. Est-ce que c'est une raison suffisante pour lancer le B sur le marché ? Et malheureusement, non, parce qu'en fait, vos préférences initiales, elles peuvent se diriger vers cet échantillon-là, mais en termes de buvabilité ou de mangeabilité, ça peut se stopper très très vite. C'est-à-dire que votre disposition à prendre et en reprendre est peut-être plus grande pour l'autre échantillon vers lequel vos préférences initiales ne se sont pas dirigées. C'est d'autres mécanismes.
Et les mécanismes de satiété sont très importants pour comprendre la mangeabilité ou la buvabilité, notamment la satiété sensorielle spécifique. C'est-à-dire que si vous avez un produit avec un seul arôme dominant, très jasmin, imaginons, vous allez avoir tendance à être plus vite rassasié que s'il y a une complexité aromatique qui lasse moins votre système sensoriel. Donc ça fait partie des déterminants de ce critère que vous utilisez dans votre profession. Après, moi, j'ai toujours fait que de façon innée. Donc, c'est l'esthétique qui a fait, même un chausson aux pommes, si je le fais, il a une valeur volume, encore une fois. Je vais toujours revenir sur la sculpture. C'est quand même un truc de dingue. Et que ce soit même avant en pâtisserie, la part, la notion, tout ça, c'est vraiment l'essentiel, quoi. Ça m'insupporte de manger un truc qui est trop gros, trop petit, trop machin. C'est vraiment étonnant. Et pourtant, souvent, je prends comme exemple, on prend des pâtes, hein, forcément, une coquillette, un spaghetti, même recette. On est sur un monde complètement différent. C'est là où c'est juste assez dingue. Et moi, j'ai tout fait de façon innée. À première vue, ça marche pas mal, quoi. Mais ouais, je me suis jamais posé de questions. C'est parce que c'est l'esthétisme et puis voilà, encore une fois, esthétisme et sculpture qui fait. Mais ça, si je peux rebondir, c'est bien pour vous parce que ça conforte la dimension artistique de votre activité. Si on songe encore à des peintres, même comme Francis Bacon, il y a une peinture très célèbre de Francis Bacon qui est la peinture de 46 où on est une espèce de gorille très effrayant avec un bœuf écorché et puis un parapluie. Enfin bon, c'est pas vraiment un gorille. Bon, quelque chose de... Là, pour le coup, ça agit directement sur le système nerveux. On ne sait pas très bien ce qui se passe, mais il se passe quelque chose. Dans les entretiens avec Francis Bacon, les entretiens avec Archambault, et il disait, mais qu'est-ce que c'est que cette peinture ? Et il dit quelque chose du type, au départ, j'avais l'intention de peindre une mouette dans un champ. Et puis on se retrouve avec un truc invraisemblable comme ça. Et ça, c'était pour signifier que l'intention, la réflexion était complètement inessentielle à l'acte créatif, en tout cas pour sa peinture. Que lui, son boulot, c'était de s'approprier les accidents. Une coulure, grâce à un excès de technique, il arrivait à la rattraper et ça pouvait donner quelque chose de merveilleux. Donc il avait vraiment théorisé les accidents de peinture. Alors, je ne sais pas s'il y a des accidents de chocolat, j'imagine que oui. Et est-ce que ça participe à la création? C'est une question ouverte. Ouais, en artistique, c'est sûr, la moindre faille vaut plus cher, ça c'est sûr. C'est ça, ouais. C'est toujours comme ça. Après, sur le goût, on en a eu une jolie avec Stéphano, pas mal. Et surtout, j'ai rien dit, parce que c'était vachement mieux, et je l'ai laissé reproduire son erreur, quoi. Ouais. C'était mieux que l'original. Donc ça, c'est plutôt rare en termes de goût, plutôt. Autrement, c'est toujours pensé juste... C'est très très juste. Et ça, encore une fois, c'est un problème de gestion aussi. Parce que la gestion, qui paraît très loin et très éloignée de ce que je fais, tu dois avoir un niveau de gestion qui est extrêmement fort, mais de tout. C'est une gestion en 5 dimensions, finalement. C'est pas que du goût, hein, c'est une multitude de sens. C'est ce qui fait que en moto, tu peux peut-être survivre. Bon, après, tu as des impondérés, hein, ça c'est sûr. Mais pour arriver à aller à cette notion de vitesse, il faut vraiment mettre en amont plein de choses, quoi. L'hélicoptère, c'est pareil, quoi. C'est juste un truc ça peut pas voler. Donc cette notion de rigueur aussi, on n'a pas parlé de ça aussi, de discipline. Si t'as pas cette putain de discipline, je comprenais pas pourquoi un pianiste qui est super bon, pourquoi il s'entraîne 6 heures par jour, ce con. Je comprenais pas. Mais j'ai vite compris, finalement, là, récemment. Et le fait d'oublier, c'est pas possible, quoi. Et plus t'es bon, plus tu bosses. C'est un paradoxe, je crois. C'est sûr. Mais tu t'entraînes tout le temps. Enfin, tu fais le parallèle avec le pianisme, mais finalement, sans t'entraîner, sans te dire que tu t'entraînes. Ah oui, d'être 3 jours là, être vaseux parce qu'il y a des conférences. Joanne me fait venir, elle me met de rendez-vous, elle m'emmerde. J'ai un rythme qui est devenu... J'ai froid, je suis pas bien. Donc t'es plus dans... C'est quelque chose qui décale un petit peu ou dérègle un tout petit peu la machine, quoi. Il faut vite revenir sur un système. Demain matin, je vais me réveiller à la même heure, tu pars travailler à la même heure, tout va bien. Et à la fois, j'ai compris récemment qu'en arrêtant de travailler, c'est comme ça que je gagnerai le plus d'argent. J'ai compris ça il y a 15 jours. Donc j'ai fait une avancée qui est fondamentale dans mon art, on va dire. Arrêter de travailler pour gagner de l'argent. C'est aussi... alors tout ça, c'est très paradoxal, mais il faudra faire de l'économie forcément avec.
La seule solution, sinon je suis mort. Est-ce que vous avez une question dans l'Assemblée? Jeune homme. Vous savez que c'est lui qui m'a pourri le plus au départ. J'étais encore en train de faire un nougat de merde au coriandre. Non, un nougat avec des amandes effilées. Et c'est une de mes premières rencontres, Pascal Brunstein, où je ne connaissais rien. Je m'inscris au meilleur ouvrier de France sans rien savoir. Premier concours, pas premier concours, mais premier meilleur ouvrier de France. Je savais rien faire, quoi. Heureusement que je me suis fait secouer à Saint-Jean. Et là, tu prends une baffe, mais alors grave. Et comme je viens du sport, je peux pas perdre. Donc, j'adore. Et là, ça te réveille, mais vite. Moi, j'ai posé une question, fait une réponse, j'ai tout fait, moi. Une question? Personne? Bon, ben, vite, rentrez chez vous. Il faut pas être timide. Oui, bonjour. S'il y a un sens qui est altéré. Oui. Ça dépend du sens, puisque vous voulez dire, qu'est-ce qui se passe à quel niveau? Au niveau de l'expérience gustative? Ouais. Mais, vous avez une expérience très simple à faire, c'est de se pincer le nez en prenant un bonbon à l'anis. Vous le mettez dans votre bouche et vous allez détecter une sphère sucrée, mais en aucun cas le goût de l'anis. C'est que quand vous relâchez la pression, que vous expirez, que là vous avez la rétro-olfaction qui vous permet d'avoir le goût du bonbon. Donc sans olfaction, il n'y a pas de goût, il y a la gustation, c'est tout, et c'est assez inintéressant. Sans goût, sans gustation, évidemment, c'est un autre problème. Donc ça dépend du sens, puisque les sens, comme je le disais, vu qu'il y a cette capture orale, ils n'ont pas tous le même poids, ils ne contribuent pas tous de la même manière à l'expérience globale. Donc en fonction du sens lésé, effectivement, peut y avoir des conséquences plus ou moins dramatiques. Si vous êtes sourd, ça va, même si le bruit, on le sait, participe au plaisir alimentaire, le croustillant de la chip, ce genre de choses. Donc c'est une réponse voilà, au cas par cas, en fonction de la modalité sensorielle lésée. Super expérience, ça. Je viens de goûter un instinct qui est très très bon. Et Marie me goinfre le truc en une fois. C'est pas possible. Marie, mais ça se fait pas. Donc voilà. Ce format-là, je le croque pas. Hein, mais là, Voilà. donc elle l'a pas sectionné. Donc Non. on n'a pas eu le même mode. Et pourtant sur un chocolat de cette taille, et il faut pas être un tout petit peu plus gros, sinon ça devient un vrai problème. Ça m'a mangé le truc complet. Voilà, mais ça veut pas dire que je l'ai pas apprécié. Ouais, mais pas de la même façon. Pas de la même façon. il y a des évolutionnistes qui pensent que mais notre c'est plaisir, il vient de la perception de la facilité à manger les choses. C'est-à-dire qu'on a évolué pour se diriger vers les choses faciles à manger. Parce qu'en fait, mastiquer, c'est assez énergivore. Et donc, en termes de coût-bénéfice, ça vaut pas trop le coup de s'attaquer à la patte d'un éléphant, comme ça, de la ronger pendant 6 heures avant d'avoir quoi que ce soit. Vaut mieux, évidemment, ces petits chocolats ont l'air beaucoup plus accessibles. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'ils participent à notre plaisir. Si je devais manger un cube d'1 mètre, peut-être que j'en aurais pas envie. C'est pas pareil. Hein. Parce que même dans la notion de tranche, même couper du jambon, il y a une expérience qui est juste fantastique, quoi. À la maison, nous avons des désaccords fondamentaux sur justement comment on va mastiquer. Les filles veulent manger quelque chose, un jambon plutôt très fin, coupé très fin, et moi je veux une part de, si c'est Bayonne, il faut qu'il soit épais, sec, et il faut que ça mastique. Et là, on a une palette aromatique qui est beaucoup plus élevée, puisqu'on libère moins vite. Par contre, il faut laisser le temps. Et ces petites expériences, comme dans la semaine, là, je suis rentré. C'est marrant, 23h, un truc comme ça. Je vais vous faire voir un petit truc. Je fais une photo de comment je vais manger. J'ai que ça à faire, sans doute. Et là, hop, j'avais ça à manger. Donc, c'était pas comme ça au départ, hein, vraiment. Oui, il était 23h06, moi j'étais rentré. Je m'attaque au repas, et là je vais découvrir que tout simplement je mets des points de crème par jeu, donc l'esthétisme qui va rentrer. Et je crée juste un chaud et froid dans la soupe, simplement la crème, et à chaque cuillère j'ai le bon volume. C'est un truc de dingue. Et ça c'est un coup de bol extraordinaire, que chaque cuillère je vais pouvoir avoir cette notion, et j'ai fait une découverte gustative. Alors quand tu parlais, Mais c'est l'histoire de c'est 3 gros. C'est 3 gros quand tu manges une assiette, c'est un truc de dingue. C'est hallucinant. M'en parlez pas. Parce que, moi, j'ai jamais eu une telle. Mais
les proportions sont pas importantes, mais chaque cuillère ou chaque fourchette est absolument une précision, ça va droit au but, il n'y a pas de... Moi, je trouve ça d'une efficacité, pour le coup, toute proche de celle décrite par Bacon. Ça agit directement, on n'a même pas le temps de penser. Mais de toute façon, je pense que c'est ça, quand il m'amène quelque chose à goûter, et si mon pauvre cerveau doit commencer à réfléchir, c'est mort. Et pour tout, j'achète une paire de chaussures en moins de 2 secondes, tout est pareil, quoi. Je disais encore là à Johan, je comprends pas, les gens ne sont pas très impulsifs, quoi. Même dans l'art, je suis un excité de la vie, sans doute pour plein de choses, mais je ne cherche pas et ouais, ça vient, c'est en dixième. Et c'est le problème de la vitesse, sans doute. Encore une fois, on revient là-dessus, sur la moto, ta durée de vie est très courte, en hélicoptère, c'est 1 seconde et 1 dixième, si tu n'as pas de moteur. Et c'est très long déjà. 1 seconde, tu as le temps de réfléchir. Hein. Entre le moment à ce que tu vas faire, t'as pas mal de choses qui se passent dedans. Et quand tu as la chance de dire putain, ça c'est beau, ou une photo, la première rencontre avec une belle photo, ça c'est pareil. Putain, mais t'en prends plein la gueule et tu discutes plus. Et encore une fois, le magasin, c'est ça. C'est que j'aimerais, t'arrives, t'as rien à dire. Tu fermes ta gueule, c'est vachement bien, quoi. Et c'est pas tous les jours. Hein. Je pense que c'est plus risqué aussi. C'est-à-dire que quand on parie sur une efficacité immédiate, sur la vitesse que vous décrivez, c'est aussi plus... Ça peut déstabiliser plus facilement aussi les clients. Enfin, si on fait l'analogie avec l'art, je crois que c'est Picasso qui disait que l'art conceptuel, ça pouvait que rassurer les gens, contrairement à l'art figuratif ou à l'expressionnisme. Ça a arrangé Picasso. Hein. Ça arrange, évidemment, il y a beaucoup de choses qui a arrangé Picasso. Picasso aimait bien s'arranger. Ceci dit, je trouve qu'il y a une vérité là-dedans. C'est-à-dire que Marie, quand on a une déstabilisation de nos sens, c'est quand même, il y a une prise de risque, il y a un danger qu'on n'a pas dans l'art conceptuel. Il y a un côté confortable dans la réflexion qu'on ne peut pas avoir dans ces autres œuvres d'art. Marie a mangé trop vite, donc elle est en train de s'étouffer là. C'est ça, je suis punie. Ouais, parce qu'elle n'a pas mangé. Séquence post-ingestive. C'est ça. Non, par contre, je voulais rebondir sur quelque chose qui me semblait intéressant dans ce que tu disais sur l'épaisseur, le jambon, le fait que des personnes aient envie de mâcher. Et là, notamment, il y a... Alors, je parle encore d'études, mais ça peut être que ça. Voilà, ça peut être que ça de mon côté. Mais qui en fait traitent, alors qui est vraiment une étude internationale et qui est en train de décrire en fait toutes ces approches de la texture, parce qu'on parle beaucoup du goût, on parle souvent moins de la texture. Alors on commence de plus en plus à en parler, mais on en parle, mais c'est pas vraiment intégré encore. Et là, il y a beaucoup de travaux qui portent sur en fait une identité des gens qui se trouvent soit des personnes qui veulent manger des choses molles, d'autres qui veulent des choses croustillantes, d'autres qui veulent des choses qui mastiquent. Et en fait, on se rend compte que la texture, finalement, est un driver de ces personnes-là et qu'elles ne peuvent pas manger les aliments si la texture ne correspond pas à leur manière de manger. Et ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant. On a échangé ça... il y a quelques mois, là, à un congrès qui est international, qui regroupait vraiment divers univers alimentaires. Et c'était extrêmement intéressant de voir qu'on commence à s'intéresser réellement à cette texture, qui semble être, je dirais, un fondement, un premier pas avant même de parler du goût. Et donc qui conditionne énormément ce qu'on va choisir de manger. Parce que la texture peut être un vrai sujet de dégoût. C'est-à-dire que si par exemple on va pour la première fois de sa vie au Japon et qu'on mange de la vraie cuisine japonaise, on peut être surpris par ces notions de texture qui sont complètement différentes. Et c'est ce qui fait qu'on peut ne pas forcément adhérer tout de suite. Et la même chose en sens inverse, évidemment. Je dirais un Japonais qui vient en France pour la première fois et qui va goûter de la cuisine française peut ne pas forcément apprécier tout de suite la gastronomie parce que les textures aussi sont très très différentes et pas que les goûts. Tout à fait. Donc, tout à fait. Oui, ça c'est ça passe aussi les textures par le visuel. Tout à fait. Et là, il y avait, on a fait le test très rapidement, mais très simplement avec des questions en disant voilà, est-ce que vous préférez manger ce bonbon comme ci ou comme ça. Et c'était très intéressant parce qu'on était donc c'était un congrès international, donc il y avait beaucoup de pays représentés et du coup très vite des tendances entre les États-Unis, entre la France, entre les pays d'Europe du Nord, entre des pays asiatiques, et effectivement les tendances majeures n'étaient pas du tout les mêmes d'un pays à l'autre. Alors ça peut paraître, oui c'est évident peut-être, et finalement pas tant que ça soit aussi net, qu'il y ait vraiment ces signatures
par pays, c'était extrêmement intéressant. Et je dirais que ça prend aussi toute son ampleur quand on sait qu'il y a un lien très fort entre la texture et les arômes. Et donc on se dit, effectivement, si les textures, les attentes de texture ne sont pas les mêmes, les attentes aromatiques ne sont forcément pas les mêmes. Et les mots, et alors vous qui êtes très sensible aux mots, justement, les mots de la cuisine définissent des choses par rapport à des réactions émotionnelles. C'est-à-dire que quand on dit rôti, bouilli, gluant, voilà, ça change aussi émotionnellement pour celui qui entend, qui se dit, tiens, pour moi, rôti c'est plus appétissant que gluant, ou je sais pas, bouilli c'est moins. Hein, voilà. Donc c'est vrai que ça va avoir un vrai. Ça va jouer, c'est exactement comme l'esthétique de ces chocolats. Le fait qu'ils soient très beaux visuellement, ça les rend immédiatement, pardon pour l'expression, très sexy. Voilà. Et donc on a très envie de goûter. C'est une attirance très, très émotionnelle, mais comme dans l'amour en fait. Hein, vous pouvez le dire. Voilà. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'on trouve le chocolat très joli, on a envie de goûter. Voilà. Oui. Donc on est séduit, c'est de la séduction. C'est une part de la séduction. Alors évidemment, si après on est déçu, s'il n'est pas bon, hein, c'est un autre problème. Mais c'est une part importante, effectivement, dans l'appétence qu'on peut avoir pour quelque chose. Mais avec l'expérience, on peut avoir quelque chose qui est très séduisant. Mais comme tu as l'expérience c'était dimanche dernier, je crois, j'ai des chocolats qui sont arrivés. C'était tellement séduisant qu'il y avait forcément quelque chose qui n'allait pas dedans, quoi. Tu le sais déjà avant. Et ça aussi, c'est une des choses importantes. Et moi, je vais avoir le même comportement d'achat aussi. Et parce que tu as l'expérience, tu vas interpréter. Pourquoi nous, on a quelques petites bosses de 3 trucs. Alors j'essaie de me rassurer parce que ça te fait plus artisan. Ça me fait chier parce que l'esthétisme dévie un peu. Et puis quelque chose qui va avoir une rigueur peut-être trop forte, c'est qu'il y a forcément une technologie derrière ou tout simplement un problème de texture qui vont déjà m'amener que c'est déjà moins bien. Moi. Alors là, c'est encore... tu as plusieurs niveaux de lecture en même temps où j'essaie de ne pas me faire avoir. Si je prends le cas du pain, c'est très simple. J'aime le pain sous toutes ses formes, quoi. Mou, dur, tout ça. Mais j'ai une attente, effectivement, à chaque vision, quoi. Et je sais exactement ce que j'attends. Parce que j'ai sans doute cette expérience. Pourtant, je suis hyper fermé. Je suis un garçon fermé, mais c'est un truc de dingue. En termes de goût, hein. C'est le goût manger. Et complètement libéral sur l'esthétisme et sur pas mal de choses. Conservateur libéral. C'est un paradoxe. C'est le conservateur libéral, c'est le paradoxe de l'omnivore. En théorie de l'évolution, il y a un grand paradoxe, c'est-à-dire que dans les premiers mois de notre vie, on est habitué à un seul aliment, c'est le lait, qu'il soit maternel ou maternisé. Mais à un moment donné, vous êtes d'accord, il faut diversifier notre répertoire alimentaire pour satisfaire tous nos besoins nutritionnels divers et variés. Alors donc on doit élargir le répertoire. Élargir le répertoire, c'est augmenter votre chance de reproduction, donc c'est chouette. Du point de vue évolutionniste, tout court, c'est chouette. Mais le problème, c'est que si vous l'élargissez à l'item de trop, la petite baie qui peut vous tuer, alors là, plus aucune chance de se reproduire. Donc il y a ce paradoxe dans l'alimentation entre libéralisme d'un côté, on a envie de goûter des nouvelles choses, mais on a toujours quelque chose du conservateur, on se méfie toujours du nouveau, et particulièrement chez les enfants, puisqu'il y a cette néophobie alimentaire dont je parlais entre 2 et 6 ans, mais on a beaucoup d'adultes néophobes, donc tout ce qui est trop étrange, les gens ont tendance à s'en méfier, et c'est peut-être un reliquat de ce dilemme évolutionniste qui nous vient du Pléistocène. On pourrait durer jusqu'au bout de la nuit. Hein. Il n'y a pas d'autres questions qui sont arrivées, qui sont nées. Ah. Je me demandais si ce que vous disiez sur l'origine des structures, des goûts, enfin plus. Ouais. Quand vous disiez que chaque pays avait des attentes en termes de. Ah, c'est toi qui dis ça. Ah, pardon. Texture. En fait, je voulais savoir d'où ça venait ces textures en fonction des pays différents. Alors, je pense que je ne peux pas répondre vraiment entièrement à cette question parce que c'est vraiment en cours d'étude. Par contre, il est très certain qu'il y a des facteurs culturels forts et des habitudes de consommation
qui donc ont donné des habitudes et des attentes, parce que effectivement on reparle toujours de ce qu'on connaît, et finalement donc c'est des pays où vous, quand vous regardez par exemple les pays d'Europe du Nord qui vont avoir des tendances à avoir des personnes qui attendent des choses croustillantes, vous remarquez qu'ils ont tout un tas de pain, de céréales extrêmement croustillantes, et ça fait partie en fait de leur culture alimentaire. Donc il y a certainement un très fort lien entre la culture et les habitudes, et du coup les attentes maintenant de ces personnes. Maintenant, je pense que c'est vraiment qu'une voie de lecture et qu'elle n'est pas du tout exhaustive. Si vous vous intéressez à ça, je fais la pub un peu pour l'Institut Paul Bocuse, enfin le centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse. Mon collègue anthropologue gère un observatoire des pratiques culinaires et des repas, parce qu'on a un réseau mondial, il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui viennent chez nous, et on s'en sert comme autant d'enquêteurs sur les pratiques alimentaires, sur la composition des repas, qu'est-ce qu'ils entendent par le mot pain, par exemple. Tout ça, c'est collecté avec une application smartphone. Ils prennent en photo, un peu comme vous l'avez fait pour votre soupe, ce qu'ils mangent le soir, et on traite toutes ces données pour se faire une représentation des goûts, des préférences et des pratiques alimentaires dans des zones culturelles très différentes. Donc allez sur le site, onglet recherche, sinon vous allez voir plein de chefs et vous n'allez pas trouver. Et observatoire des pratiques alimentaires, et vous aurez un petit peu la description du projet. J'avais une question. Oui. Que ça procède aussi, que ça peut être en partie alimentaire. Je crois Corentin. Moi, je travaille pour donc pour le chef. Et moi, j'aurais une question. Si vous ne croyez pas qu'en faisant toutes ces créations, le but, ce serait de se rapprocher de la nature, qui est le goût essentiel, et donc de l'ancrer dans la quantifiable, en fait, on ne peut pas le mesurer. On essaie tout le temps parler de mesure, de test. En fait, c'est juste de ressembler à la nature, quelque chose qui est immuable et qui ne va pas mieux. Et donc, on sera toujours séduit. C'est l'intemporel. Moi, je pense que être intemporel, c'est une des choses en architecture le plus dur. Aujourd'hui, Le Corbusier, il n'est toujours pas sorti, il n'est pas sorti de terre, je crois. Je ne sais pas qui pourrait m'aider là-dessus. Mais un siècle après, sa vision, les artistes aussi, putain, les gars, en 1900, ils devaient se faire chier, se sentir seuls, quoi. Bon, ils étaient tous ensemble, donc ça, c'est pas mal. Mais un siècle après, ouais, qu'est-ce qui reste intemporel, quoi? Je pense qu'en termes d'histoire, moi, je trouve qu'on est... ce qui se construit aujourd'hui, par exemple, vraiment l'architecture, c'est catastrophique, quoi. Ma vision, en tout cas. C'est pour ça que tu as besoin... moi, quand je pars dans les voyages, finalement, c'est peut-être ça qui va m'apporter le plus de richesse. La patate, je sais très bien ce que c'est. D'où je viens, je sais très bien. J'ai peut-être même mangé la meilleure patate à Londres, la meilleure viande en Écosse ou au Vanuatu. Ça, c'est possible. Mais en termes d'architecture, et finalement, le volume que l'on va mettre autour... ben là, ça fait peur, quoi. Tu peux plus marcher sur un trottoir, par exemple, à Paris. Tout ça fait partie des trucs qui me paraissent extrêmement bizarres, quoi. Donc l'intemporalité, je pense qu'aujourd'hui, nous, quand on travaille sur ces goûts-là, on s'inscrit vraiment dans le temps. On n'est pas tendance. Alors, bien sûr, on crée la tendance. Avec Corentin, on crée la tendance. Par exemple, en couleur, en demi-sphère, on voit bien qu'on évolue beaucoup plus sur la demi-sphère, alors que c'est même pas 5% de notre chiffre d'affaires, finalement. On a une évolution là-dessus parce qu'on est tendance et on est hyper rationnel sur essayer de trouver un goût. Je vais envoyer Stéphano sur une qualité de produit où on va même produire nos amandes pour avoir justement garder ce truc qui sera, il y a 50 ans, il y a un siècle, l'amande avait le même goût. Non, il y en a quand même quelques-unes qui sont modifiées, mais...
effectivement, moi j'ai plutôt une recherche. J'ai pas besoin de faire évoluer le beurre. Quand je vais manger du beurre avec je ne sais quoi dedans, ça me fait chier, mais c'est un truc de dingue. Et quel que soit le plus grand cuisinier au monde, ça m'emmerde, mais grave. J'ai pas envie. Donc, mais après, je vis avec 30 produits dans ma vie, donc c'est plutôt court. Mon sentiment, pour rebondir sur l'intemporel, c'est qu'il faut aussi s'en méfier, parce que les arts culinaires sont pas très bien placés en fait pour prétendre à l'intemporel, puisque un plat, ça disparaît assez vite. Il y a une vitesse que vous avez pu décrire qui caractérise ce domaine des arts culinaires. Mais si on pense à Baudelaire, par exemple, pour Cézanne, pour ce que c'est qu'un artiste moderne, un peintre moderne, qu'est-ce qu'il disait ? Il disait un peintre moderne, c'est un peintre qui s'est tiré l'éternel du transitoire. C'est-à-dire que l'aspect transitoire de l'absorption, de la dégustation, même la ponctualité d'une création est assez inessentiel à la caractérisation comme art d'une pratique. Ce qui importe, c'est la démarche, c'est la recherche, l'objectif que s'est fixé le créateur, et c'est ça qui l'inscrit dans une intemporalité qui l'élève au rang d'artiste, mais c'est pas la réalisation elle-même, puisque si c'était le cas, dans ce cas-là, il faudrait tout de suite régler la question. Les arts culinaires ne sont absolument pas placés. Voilà, la Salle Fernand Point. Mais nous, moi, j'ai une petite réaction. L'intemporel, pour moi, il n'y a pas d'intemporel. C'est que du ressenti. Parce que l'intemporel d'une montagne, il n'y en a pas. Il y a l'érosion, il y a l'évolution des espèces, donc il n'y a pas l'intemporel des éléphants, il n'y a pas l'intemporel des hommes. On est plus grand que nos arrière-arrière-grands-parents, plus ci, plus ça, moins ça. Donc, c'est même pas la peine de viser l'intemporalité. Tout est hyper temporel. Il n'y a que les sentiments, il n'y a que le ressenti, il n'y a que les désirs. Ça, c'est intemporel parce qu'on peut penser aujourd'hui la même chose qu'un homme de l'Antiquité, ou où les enfants, un enfant aujourd'hui peut réagir comme un enfant il y a 1000 ans devant un petit bâton en bois dans la forêt. Voilà. Mais l'intemporel, c'est pour ça que ça calme tout de suite et ça détend éminemment tous les artistes. On ne peut pas viser à l'intemporalité. C'est complètement idiot, c'est très très prétentieux, on est mortel, vraiment extrêmement mortel et fragile, donc intemporel, c'est pas grave. Voilà, je pense que vraiment, et c'est pour ça que même la notion de modernité, c'est très très compliqué. Quand on parlait d'histoire du goût tout à l'heure, on sait très très bien que ce qu'on aime regarder à un moment donné, on aime moins le regarder à un autre moment, que tout ça est très très fragile. Donc c'est vrai, c'est compliqué cette notion d'intemporalité. Mais je pense que l'intemporalité dont parlait Baudelaire, de tirer l'intemporel du transitoire, c'était l'intemporalité des sensations que vous décrivez. C'est absolument ça. C'est pour ça que c'est un écrivain de la sensation, de la synesthésie. Et c'est ce qui nous réunit autour de cette table, c'est notre goût pour la sensation et pour l'éducation des perceptions à travers les arts culinaires. C'est pour ça qu'on a de la chance, on va faire évoluer la couverture, encore, parce que ça, une chose est sûre, c'est qu'on n'est pas au bout de l'histoire, et pourtant ça a démarré il y a un peu de temps, quoi. Mais encore faut-il savoir... que changer. Ouais, que changer. Déjà, vraiment, on a débroussaillé, mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de travail là-dessus, en tout cas. Et ça évolue, c'est sûr. Et alors, qui tire la couverture de son côté? Moi. C'est ça. Même si je suis moins ronchon et j'aimerais que ce soit pris par d'autres maintenant aussi, parce que j'ai d'autres problèmes Mais encore faut-il qu'effectivement, on a être capable de déléguer aussi des petites parcelles de chaque environnement. C'est ce que j'essaie de m'attacher à faire, quoi. Dans le management, il y a plein de valeurs partout. Et aujourd'hui, on a vachement de mal à les lier, surtout, parce qu'il faut être fédéré, il faut fédérer pour faire avancer une espèce de cause, quoi. Puis, c'est pas sûr qu'on ait raison en plus. Donc ça reste. Bon, en tout cas, quand on mange aujourd'hui encore un instinct, ça va pas mal. Ça va bien. C'est bien. Bon, merci. Merci à tous.